Et c'est parti. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau webinaire, X sur So. Donc, on est très heureux d'accueillir Anaïs Voigilis, voilà, qui est avec nous ce soir. Donc, vous êtes docteur en géographie, vous êtes consultante. Donc, vous avez notamment récemment aussi écrit un livre avec un camarade qui s'appelle Olivier Lanzy, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Vers la Renaissance industrielle. Aujourd'hui, vous êtes libre d'évoquer les propos les plus que vous souhaitez par rapport à cette crise. Et on serait notamment particulièrement heureux de vous entendre sur la possibilité de relocalisation industrielle en France et en Europe à l'aune de cette crise du Covid-19. Voilà, Anaïs, c'est à vous pour 15 à 20 minutes avant les questions-réponses. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être à la fois assez concise et en essayant de donner un bon niveau de détail, ce qui en 15 minutes pour parler d'industrie en France n'est jamais évident. Alors, je vais commencer peut-être par revenir sur la crise qui a été particulièrement intéressante parce qu'elle a montré, enfin en tout cas révélé pour un certain nombre de personnes qui semblaient ne pas s'en rendre compte ou occulter ce fait que la France est en situation à la fois de dépendance productive mais aussi de dépendance technologique sur le plan du numérique. Puisque toutes les technologies qu'on a utilisées pour télétravailler, essayer de continuer une activité à distance malgré la situation sanitaire, étaient en général des technologies non européennes, puisqu'on a utilisé plutôt du Zoom, du Skype, du Teams. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que non seulement en France, on n'est plus capable de produire un certain nombre de biens, donc cette situation de dépendance et qui remet en cause notre souveraineté, mais on a aussi une forme de dépendance sur les sujets technologiques. Or, quand on veut repenser la réindustrialisation de la France, on entend souvent parler d'industrie du futur. Et qui dit industrie du futur dit aussi digitalisation des usines, automatisation la plus possible, et donc le recours à certaines briques technologiques qui nécessitent qu'on ait cette capacité à les développer en France ou au moins en Europe pour ces questions de souveraineté du numérique qui sont aussi très importantes dans notre économie. La crise, moi, je la vois plus comme un accélérateur de tendances qui l'ont précédée que comme véritablement un grand chambardement. C'est-à-dire que toutes les tendances qu'on avait avant, qui étaient la personnalisation, produire en plus petite série, essayer d'associer un service au produit, etc., c'est des choses dont on débattait avant la crise. Donc, cette crise va accélérer cette tendance, va être un point d'inflexion, notamment aussi sur les questions d'écologie, dont il est beaucoup plus question depuis mars, des questions sur est-ce que notre mode de consommer est toujours viable, etc. Alors, on va voir que c'est des questions qu'on se pose, et je reviendrai dessus après sur les questions de relocalisation, mais qui posent aussi un certain nombre de dilemmes, et qu'entre la volonté de changer ses actes d'achat, de produire autrement, et les réalités, il y a encore un certain nombre de fossés. La crise, elle remet l'industrie sur le devant de la scène, mais c'est aussi, il faut le rappeler, un retour d'industrie qu'on voyait depuis 4-5 ans. Premièrement, avec des phénomènes positifs, parce que l'industrie a recréé de l'emploi à partir du troisième trimestre 2017, y compris dans des secteurs qui étaient emblématiques de la désindustrialisation. Et je pense par là au textile. Et il y a aussi eu un retour progressif de l'industrie dans la question et dans le discours public et politique. Ce premier retour s'est fait en 2012 avec le rapport de Louis Gallois, qui a alerté sur cette dépendance productive de la France, qui s'est traduite ensuite par le discours politique d'Arnaud Montebourg, qui a été l'un des premiers politiques à remettre assez fortement la question de l'industrie et du Made in France. Alors après, on pense ce qu'on veut des positions de Montebourg. En tout cas, c'est l'un des rares politiques qui a remis cette question industrielle comme un élément central d'un projet de société et d'une volonté d'avoir un pays souverain.
Et puis, Arnaud Montebourg a quitté le gouvernement, il a été remplacé par Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron n'était pas au départ un très grand convaincu par la question industrielle. Dans ses discours aux élections présidentielles de 2017, il a plutôt parlé de la French Tech, plutôt sur le discours sur la Startup Nation, ce concept qui vient de 2 auteurs israéliens, ce genre de choses. Mais au cours de son mandat, il y a eu un certain nombre d'événements, et notamment les Gilets jaunes, qui ont montré la fragmentation de la société française, avec l'existence de différents groupes qui n'arrivent plus à communiquer ensemble et qui s'opposent finalement plutôt que de se retrouver au sein d'une nation. Et il y a eu une tentative de réponse du pouvoir en place à travers l'industrie. Donc, notamment, il y a eu l'exposition d'une centaine d'objets industriels à l'Élysée en janvier 2020. Il y avait le pacte productif qui devait sortir. En tout cas, l'industrie a été revue comme un vecteur de cohésion sociale et territoriale, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps dans les discours politiques. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé ces 5 dernières années. J'aimerais revenir quand même un peu sur la désindustrialisation, parce que si on veut réindustrialiser la France, en tout cas faire renaître notre industrie, redensifier le tissu productif existant et faire revenir l'activité industrielle en France, il faut bien écrire un récit de la désindustrialisation. Et ce récit doit être sans concession. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de comprendre pourquoi on en est arrivé là, quels sont les mécanismes précis qui nous ont amenés à cette situation, on va, à mon avis, difficilement pouvoir faire renaître notre industrie. Dans les facteurs qui sont avancés régulièrement pour expliquer la désindustrialisation, c'est souvent des facteurs de macroéconomique pour des questions de coût du travail, de modèle social français, etc., de fiscalité trop importante. Alors, c'est des critiques qui sont audibles pour certaines, notamment si on regarde la trajectoire allemande par rapport à la trajectoire française. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même les nuancer et ne pas les considérer comme l'ultime explication de la désindustrialisation. Pour moi, l'explication de la désindustrialisation, elle vient fondamentalement du rôle de chaque acteur. Premièrement, l'État français, qui a eu une politique très structurée, notamment à travers la politique des grands plans sous De Gaulle et Pompidou, qui abandonne progressivement ces politiques du plan. Donc, sa vision industrielle, en fait, c'est au-delà des politiques, c'est qu'à partir du milieu des années 70, sous Valéry Giscard d'Estaing, l'État français, petit à petit, considère qu'il doit rentrer dans une ère post-industrielle. Et donc, il abandonne l'idée de construire une stratégie industrielle et une vision industrielle. Donc, on maintient des politiques industrielles, notamment des politiques de sauvetage, des politiques en faveur de l'innovation, mais on ne sait plus vraiment pour servir quel but, en fait. Et tout l'intérêt d'avoir une stratégie industrielle, c'est de se dire les buts qu'on veut servir, et derrière, on met des politiques en conséquence pour atteindre ces buts. Or, on n'avait plus cette stratégie industrielle. Et les politiques qui pouvaient rester pouvaient s'avérer inadaptées, parce que milieu des années 70, c'est aussi l'évolution du commerce international, c'est aussi l'entrée, enfin, on avait commencé à construire l'Union européenne, mais on avance progressivement dans cette construction européenne qui vient changer l'organisation et qui oblige un peu à repenser nos politiques industrielles. Donc, on ne s'est plus doté des outils suffisants, en plus de ne plus avoir cette vision. C'est aussi les entreprises qui, à un moment, ont fait le choix, pour certaines et pas pour toutes, mais de se détacher du territoire national parce qu'il y avait l'ouverture de nouvelles zones, de nouveaux marchés, notamment en Asie, mais aussi l'ouverture de nouvelles zones de travail à bas coût leur permettait de garantir certains objectifs de rentabilité, ou en tout cas d'améliorer leur rentabilité. C'est pour celles qui sont restées des erreurs de stratégie, voilà. Ça. Et il y a aussi un rôle, souvent on ne le dit pas, alors il y a une question des syndicats français qui n'ont pas forcément à un moment été à la hauteur pour accompagner ces mutations, qui sont restés sur des positions parfois d'arrière-garde, de préservation, mais qui n'ont pas su eux aussi se doter des outils adaptés aux nouveaux défis qui s'opposaient aux entreprises. Les acteurs bancaires, qui sont, contrairement en France, contrairement aux acteurs allemands, ont finalement une connaissance assez faible du territoire productif et des besoins des entreprises. Et à mesure que les difficultés venaient pour les entreprises, on n'a pas forcément eu des acteurs qui ont su accompagner les entreprises dans cette mutation. Donc, ça a été un des points faibles, avec des faillites d'entreprises pour faute de liquidité, etc. Et le dernier rôle, et je trouve assez important, et il est
vraiment très important si on veut une relocalisation, c'est le rôle individuel qu'on peut avoir en tant que consommateur, c'est-à-dire qu'à un moment, pour des questions de pouvoir d'achat, pour des questions d'arbitrage en raison de l'usage qu'on peut avoir de certains produits, on s'est détourné progressivement du Made in France. Et moins on achetait de produits français, plus on perdait cette capacité de produire en France. Et cette faute, on la retrouve aussi bien dans les marchés publics, parce qu'il y a des règles européennes peut-être contraignantes en termes de marchés publics, mais en tout cas, on se rend compte que dans beaucoup de cas, on ne privilégie pas forcément un produit français ou européen quand on peut le faire, et parfois en écartant aussi des questions de souveraineté et de sécurité stratégique. Et c'est aussi les acheteurs publics qui ont, dans une logique d'essayer de réduire les acheteurs privés, pardon, qui dans une logique de réduire leurs coûts, d'optimiser leurs coûts, sont plutôt allés sourcer à l'étranger qu'en France. Et cet élément, il est important à prendre en compte pour venir ce sujet de relocalisation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde souhaiterait qu'on relocalise en France, qu'on fasse revenir nos usines. Et je pense qu'il faut peut-être arrêter de parler de relocalisation. Il faut peut-être parler déjà de localisation, parce que relocalisation, ça sous-entend qu'on va faire revenir des usines qui sont parties à l'étranger. Sauf que le mouvement de délocalisation, déjà, on le cible souvent vers l'Asie, mais il s'est beaucoup produit vers nos partenaires européens et notamment vers nos partenaires d'Europe de l'Est, avec notamment tous les clusters de l'automobile qui ont pu se créer en Pologne, en République tchèque, etc. On a aussi eu beaucoup de pertes d'emplois industriels qui ont été liées à des, je n'ai pas dit, mais de gains de productivité, ce genre de choses. Et pourquoi je trouve qu'il est plus intéressant de parler de localisation, c'est-à-dire comment on fait revenir et comment on localise éventuellement des activités qui peuvent être produites au loin et les relocaliser en France pour des questions de coût environnemental, de qualité, de réactivité, de sécurisation des approvisionnements. C'est pour bien différencier l'idée qu'on ne va pas revivre le mythe. Il faut couper avec cette idée qu'on va refaire des usines à 10 000 salariés en France. Ça n'existera plus. Les usines de demain, on sait qu'elles seront petites, très automatisées, avec des productions flexibles et avec finalement assez peu de salariés, plus les mêmes compétences, des compétences plutôt d'ingénieurs et notamment d'ingénieurs en informatique et avec des compétences beaucoup plus développées sur la maintenance, mais plus forcément des ouvriers à la chaîne comme on l'a connu dans les années 60, 70, 80. Et quand on parle de relocalisation, je pense qu'on entretient peut-être un peu ce mythe qui est qu'on va faire revenir ce qu'on a perdu. Par ailleurs, on entretient aussi une autre idée selon laquelle la relocalisation, ça va forcément être recréer de l'emploi industriel en masse. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui numéro 1, c'est de rapatrier de la valeur en France, c'est d'arriver à reproduire des choses en valeur et de rapatrier des volumes. Et c'est là que tout le jeu des acheteurs, aussi bien des consommateurs individuels, mais aussi des acheteurs publics et des acheteurs privés va être vraiment important. C'est que la relocalisation, avant de parler de faire revenir des sites, alors bien entendu, on peut réfléchir pour faire revenir certaines unités de production pour des questions stratégiques d'indépendance, de souveraineté. C'est des questions qui se posent dans la pharmacie, notamment, qui peuvent se poser dans d'autres secteurs. Mais l'enjeu numéro 1 va être d'être ramener des volumes en France, c'est-à-dire redonner du souffle industriel à nos usines existantes. Et c'est un petit peu le sujet vers lequel je veux glisser maintenant. C'est qu'avant, je pense, de parler de relocalisation, il faut se questionner de comment on peut préserver notre tissu existant, qui va être très fortement affaibli par la crise que nous connaissons, avec beaucoup d'entreprises qui ont perdu. Alors, tous les secteurs ne sont pas dans la même situation, mais on sait qu'il y a un certain nombre de secteurs où les entreprises se retrouvent dans des situations assez difficiles. Elles étaient dans des situations parfois difficiles avant la crise, avec des marges assez faibles, pas forcément assez de trésorerie et parfois un endettement déjà assez élevé. Donc, il y a un sujet de préserver cet existant. Et pour préserver cet existant, eh bien, il faut lui redonner du souffle en leur ramenant des volumes. Ça, c'est le premier sujet. Après, il y a un deuxième sujet, c'est comment on accompagne nos industries existantes dans la modernisation des usines. Donc, ça, c'est tout ce qui est les sujets d'industrie du futur. On travaille aussi sur de l'investissement en compétences et pas seulement en capital. Comment est-ce qu'on trouve de nouveaux modèles économiques? Parce que ce que la crise révèle aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui auraient dû se transformer
avant la crise et qu'elles ne l'ont pas fait. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a beaucoup d'entreprises qui ont 2 ans pour pivoter, sinon elles vont aller, on va avoir des drames humains énormes. Et cette transformation, elle doit être en prenant en compte un aspect écologique, de transition écologique, de reconstruction écologique, selon les termes que l'on a envie d'employer. Et la dernière chose qu'il est important de prendre en compte, et vous priez de m'excuser, mais j'ai un trou de, un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Ce que je vous disais, donc réindustrialiser, relocaliser, recréer de la valeur en France, bon, c'est pas grave, ça va me revenir. En tout cas, enfin, pour revenir sur le sujet de relocalisation, un autre sujet qui est important à dire et que je n'ai pas précisé, c'est que la relocalisation, elle ne va pas forcément non plus, si on parle de rapatriement d'usines, je pense qu'elle est intéressante à penser à une échelle régionale, c'est-à-dire une échelle européenne, voire en intégrant les pays du Maghreb. Parce qu'on sait que le schéma futur, en tout cas qui semble se dessiner dans les 10 ou 15 ans à venir, c'est de produire à l'échelle d'un continent les produits dont on a besoin pour le continent, avec certainement de très grandes usines qui resteront à l'échelle mondiale, mais on va être vraiment sur cette régionalisation de la production. Ça, c'est un élément à prendre en compte et qui ne va pas forcément profiter particulièrement au territoire français si on ne fait pas tout un effort sur l'attractivité qu'on peut avoir. Alors l'attractivité, on pense souvent d'attractivité coût, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets d'attractivité hors coût sur les sujets de compétences qu'on sous-estime, même si ça vient dans le débat public, sur notre capacité à répondre dans des délais assez courts aux exigences des donneurs d'ordre. Et dans une modernisation de notre outil productif. L'outil productif français, il a 19 ans de moyenne d'âge. En Allemagne, l'outil productif, c'est 13 ans de moyenne d'âge. Donc, ça prouve bien aussi qu'on a sous-investi et que ce sous-investissement, aujourd'hui, nuit à notre capacité à répondre à toute cette transformation dont on a besoin. Et l'autre sujet sur lequel on risque d'être fragilisé, et on commence à le voir avec des sujets comme Bridgestone, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont être tentées de revoir leur empreinte industrielle dans les mois à venir. Je ne parle même pas des années, des mois à venir. Et que comme on a une structure de l'actionnariat des entreprises françaises qui est plutôt étranger, il est possible que, entre 2 sites, l'actionnaire privilégie le site sur son territoire d'origine au détriment du site français. Et donc, la réindustrialisation ou la relocalisation, ou la localisation, comme on peut l'appeler, elle sous-entend aussi une capacité à financer nos entreprises et à préserver aussi certains actifs stratégiques. Donc, il y a aussi des réflexions à conduire sur un fonds souverain à l'échelle française, voire à l'échelle européenne. Voilà, je reviens sur mon idée que j'avais oubliée, excusez-moi, c'est un petit peu décousu. Dans la relance de l'industrie en France, il y a aussi tout un sujet sur qu'est-ce qui va faire notre indépendance de demain. C'est-à-dire que dans la localisation, on a aussi un peu l'idée de faire revenir des choses qu'on a envoyées au loin parce qu'on n'y voyait plus d'intérêt stratégique à les produire en France. On peut envisager de les reproduire, mais on peut aussi envisager de mettre toutes nos capacités financières sur les technologies de demain. Parce que pour rattraper ce qu'on a perdu ces 30 dernières années, ça va coûter des milliards. Pour envisager les ruptures technologiques de demain, ça va coûter des milliards. Et je pense qu'au regard de la situation budgétaire de la France aujourd'hui, faisons des arbitrages sur ce qui va assurer notre indépendance et notre souveraineté à l'instant T, mais surtout, misons sur nos technologies demain. Je pense aux biotechnologies, pour surtout ne pas retomber dans le cercle vicieux des délocalisations qu'on commence à voir dans les biotechnologies qui représentent pourtant l'avenir de l'industrie, mais qui sont encore produites en Europe avec des phénomènes déjà de délocalisation. Donc, il faut miser sur ces technologies. On parle beaucoup d'hydrogène en ce moment. Par exemple, l'hydrogène, ça me fait penser à la voiture électrique, qui, dans ces technologies, il faut aussi qu'on soit capable d'avoir une approche systémique. Pourquoi je parle d'approche systémique ? Aujourd'hui, on se dit, on a pris un retard considérable sur les voitures électriques, à tel point que nos constructeurs automobiles européens sont finalement en danger un petit peu de se faire mettre petit à petit sur le bord de la route, parce qu'ils n'ont pas su prendre ce tournant de la voiture électrique, alors que la Chine a su prendre sûrement ce tournant, enfin a su prendre ce tournant plutôt que nous. Et nous, on se dit, on va se doter de capacités de produire des batteries électriques en Europe, parce qu'on sait que c'est là que la valeur. Alors,
dans l'absolu, je suis pour, hein, bien entendu, sauf qu'on n'a pas l'approche systémique qu'a pu avoir la Chine. La Chine, quand elle s'est dotée elle s'est mise à aller vers le véhicule électrique, elle a pensé, elle y a vu le moyen de résoudre un problème environnemental. Elle s'est dotée des infrastructures pour avoir un marché qui se constitue assez rapidement. Elle s'est dotée des capacités de production et surtout, elle a réfléchi à comment maîtriser l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion aussi sur les composants critiques dans ce qui est une voiture électrique, notamment sur la question des batteries et de certains composants particuliers, terres rares et autres métaux particuliers. Et nous, en France, on n'est pas capable aujourd'hui, et ni en Europe, d'avoir ces réflexions globales. C'est-à-dire que c'est bien beau de produire des batteries électriques en Europe. Il faut bien entendu défendre cette vision. Mais si nous ne sommes pas capables d'assurer notre indépendance sur l'ensemble de la chaîne de production, alors nous ne faisons que déplacer le problème de la dépendance. Certes, on va recréer de l'emploi, certes, on va recréer de l'activité en Europe, mais on recrée cette chaîne de dépendance. Et donc, sur toutes les technologies sur lesquelles on va miser à l'avenir, que ce soit l'hydrogène, que ce soit les nanotechnologies, que ce soit l'intelligence artificielle, etc., on doit, mettre des moyens conséquents, comme le font nos principaux concurrents aujourd'hui, qui sont la Chine et les États-Unis. Donc, pour ça, ça sous-entend sûrement de s'entendre à l'échelle européenne, ce qui n'est pas gagné quand on voit les discussions qu'il y a sur le plan de relance. Et la deuxième chose, ça sous-entend d'avoir cette approche systémique, de se demander quel sera demain le point créant de la dépendance à l'égard d'un pays tiers, en se disant que au-delà de ces questions d'indépendance, il faut aussi se douter d'outils d'intelligence économique, parce qu'aujourd'hui, on a une approche un petit peu naïve des choses et qu'on ne voit pas l'influence géopolitique que cherchent à avoir certaines grandes nations. Je pense à la Chine avec sa stratégie autour des nouvelles routes de la soie qui peut créer un certain phénomène de dépendance pour des États européens qui accepteraient d'avoir des infrastructures financées par la Chine, mais du coup qui se rendent dépendants de la Chine à travers ce point-là. Et là, il y a vraiment une stratégie d'influence de la Chine délibérée là-dessus, qu'on sous-estime, je trouve, encore trop en Europe, et sans vouloir tenir un discours anti-chinois, c'est juste prendre en compte les risques géopolitiques qui peuvent freiner notre stratégie de reconquête industrielle. Et le deuxième élément, c'est aussi certains États, comme les États-Unis, qui ont une stratégie d'influence via le droit, et c'est notamment tout l'aspect extraterritorialité du droit américain, qu'un certain nombre d'entreprises françaises aujourd'hui sous-estiment. Or, quand on commence à parler de numérisation, etc., si on se tourne vers des technologies américaines, on a toujours le risque à un moment ou un autre, surtout si une entreprise exportatrice, de se retrouver sanctionnée par le droit américain via ces mécanismes. Je le dis de manière assez simple, c'est bien entendu plus complexe que ça, mais comme je dois respecter les 20 minutes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais voilà, la relocalisation, en tout cas, je préfère parler de renaissance de l'industrie en France, elle est possible, mais à la condition qu'on se dote d'une vraie vision d'État sur pourquoi est-ce qu'on veut une industrie en France, pourquoi est-ce qu'on veut une industrie puissante, au service de quel projet de société. Et à partir de là, on sera capable de donner des bons fils rouges à nos industriels pour leur donner l'envie d'investir sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un climat franchement anxiogène où on se dit entre le Covid et la crise économique, quel espoir il nous reste. Et on n'a pas encore de vision de long terme, malgré le fait d'avoir mis un magnifique haut commissariat au plan en place. Merci Anaïs, c'était passionnant, beaucoup d'infos et d'analyses. Alors, je vais vous poser les premières questions et remarques du chat. Alors, donc il y a Renaud Hamelin qui fait une remarque, qui quid du millefeuille administratif. Il est actionnaire d'un groupe papetier qui a rouvert une usine en Isère et après 2 ans de combat administratif, le comble, il a été obligé de recréer un bassin à poissons pour éviter qu'il soit happé dans les machines. Donc, visiblement, il y a toujours un sujet de complexité administrative. Peut-être je vous en poser quelques-unes et je vous laisserai répondre à un batch de questions. Hubert Lévy-Lambert, qui est le fondateur d'Ixurso, qui fait une remarque. Avoir un vrai fonds souverain suppose que nous ayons un excédent de notre balance extérieure. Nous ne sommes pas la Norvège. Est-ce que c'est vraiment possible? Daniel Namias, localisé avec valeur ajoutée, oui, mais avec quel positionnement marché, offre, qualité, prix, pour nous distinguer de nos concurrents de proximité déjà bien reconnus, Allemagne, Italie, Suisse? Je vous laisse répondre à ces 3 premières questions. Alors, je rigolais sur le millefeuille administratif, mais c'est non pas que je me moque de la question, mais parce qu'on est en 2021 et la France n'a toujours pas réussi à résoudre ce problème. Et
Et on est plutôt dans une stratégie d'empilement normatif que de simplification. Et notamment, alors je ne suis pas une grande fan de la fiscalité, mais je me rends compte qu'on a beaucoup parlé des impôts de production ces derniers temps, qui sont un problème, il n'y a pas de doute, mais on ne s'est pas posé la vraie question de savoir si on ne pouvait pas simplifier toute l'imposition pour la rendre lisible pour le commun des mortels. Et c'est la même chose sur l'administration. Alors, je sais qu'avec le rapport Casbarian, il y a un certain nombre de choses qui ont essayé d'être faites, avec notamment l'idée de site clé en main. Mais le vrai problème, à mon avis, qui reste, c'est qu'on est dans une situation où on a une dilution de la responsabilité. Et au final, quand vous avez une dilution de la responsabilité de qui doit choisir donner les autorisations, eh bien, vous arrivez dans une situation où personne n'a envie de signer le papier qui le rendra responsable d'avoir donné cette autorisation. Donc, on est dans des trucs totalement ubuesques. Mais le problème de l'administration, c'est que les entreprises le vivent et les particuliers le vivent aussi. Tout le monde vit ce système et qu'au final, ça devient un vrai frein, notamment à l'envie d'entreprendre. Pour tout le monde. C'est-à-dire que pour la moindre autorisation de faire quelque chose, vous partez sur 6 à 9 mois quand vous êtes un particulier, et quand vous êtes dans une entreprise, vous partez sur des délais qui me semblent non acceptables et d'ailleurs qui sont sûrement un frein à l'attractivité de la France et en premier lieu pour ces industriels. Parce que là, il y avait la remarque qu'a fait M. Hamelin. On se souvient aussi tous de Philippe Petit-Colin qui a poussé un coup de gueule en 2018 ou 2019 en disant qu'il hésitait à ouvrir une nouvelle usine Safran en France en raison de ses difficultés ces difficultés administratives. Je ne sais pas, Monsieur Hamelin coupait son micro, alors je me suis dit qu'il voulait peut-être réagir. Ah, très bien. Pour éviter de faire du bruit. Non, je suis actionnaire d'un de nos camarades. Moi, je ne suis pas polytechnicien, mais Luc Bramy, voilà, qui a écrit quelques articles d'ailleurs sur la difficulté qu'il a eu à ouvrir son usine. Donc, sa boîte s'appelle Global Hygiène. Et sincèrement, c'est un bouquin à écrire. C'est incroyablement difficile. Et bravo à lui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui auraient arrêté. Voilà. Merci pour ce commentaire. Anaïs, si vous voulez continuer sur les deux autres questions, sur le fonds souverain et sur localiser avec valeur ajoutée, mais quel positionnement marché? C'est deux questions qui ne sont pas simples. Oui, le fonds souverain, il va forcément poser un certain nombre de questions, mais je pense que si on l'envisage à l'échelle européenne, ça peut être une voie de sortie. Et malheureusement, je pense que tant qu'on ne se dotera pas de ces outils, alors qu'on peut voir comme des outils protectionnistes pour certains, mais qui pour moi sont plutôt sur des outils pour avoir une vraie stratégie européenne en termes industriels, on va rester dans ces situations un peu bizarres. Je rappelle quand même que les objectifs de l'Union européenne sont d'avoir 20%, que l'industrie représente 20% dans le PIB européen. On est encore un petit peu loin. Et localiser avec valeur ajoutée. Alors ça, je peux répondre sans répondre. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, ça dépend un peu du destin de chaque entreprise. Il y a idéalement l'entreprise qu'on pourrait imaginer parfaite, c'est celle qui va produire, et puis ça dépend si vous êtes en B2B ou en B2C, mais en B2C, c'est les entreprises qui aujourd'hui arrivent à produire à la demande de leurs clients des produits qui répondent en tout point aux spécifications clients, donc très, très fortement personnalisés, ou avec un service associé qui permet de justifier cette différence de prix. Mais vous avez certaines entreprises dans des secteurs concurrentiels qui arrivent à très bien s'en sortir en France parce qu'ils ont trouvé l'élément qui leur permettait de se différencier par rapport à leurs clients. Par exemple, une entreprise qui est aussi dans le secteur pas du papier, du carton, qui s'est dotée d'un configurateur qui permet aux clients de voir quel sera le rendu du produit final dans les étalages après. Et ça crée un élément de différenciation pour leurs clients qui justifie que les prix soient un peu plus élevés que ceux de leurs concurrents. Il
il y a aussi des sujets d'intégration verticale, c'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de produire juste un élément de la chaîne de valeur qui fait que vous êtes en concurrence avec plein de concurrents, c'est d'aller vers quelque chose de plus intégré en produisant des sous-ensembles. Donc, en fait, il n'y a pas, je pense, alors on pourrait peut-être écrire 5-6 grandes théories, et il faudrait que je reprenne ma thèse, parce que je suis sûre que j'ai écrit 5-6 grandes théories là-dessus. Je ne sais pas si elles sont vraiment valables, mais l'idée, c'est que chaque entreprise trouve ce qui va lui permettre de se différencier. Et une entreprise A et une entreprise B dans le même secteur, avec les mêmes clients, je suis sûre, peut trouver des moyens de se différencier totalement différents, parce que la différenciation, ça peut être... je vous le disais, la personnalisation, mais ça peut être aussi une question de produits de très haute qualité. Ça peut être aussi une question de réactivité, genre de choses. Mais il ne faut pas oublier, je pense que c'est important de le dire, c'est que on a une vision assez négative de la Chine, mais ils ont des usines plus modernes. On a dit produire en Chine, ça sous-entend plein de sujets, notamment de non-qualité, etc. C'est vrai. Mais en France, on n'est pas exemplaire. Moi, je travaille dans une entreprise de conseil et je peux trouver plein de clients qui ne sont pas du tout exemplaires dans la promesse, leur promesse aux clients, à la fois dans leur incapacité à respecter les délais de livraison, dans la non-qualité des produits servis, etc. Donc, il y a aussi nous-mêmes, on doit en fait en revenir parfois à certains vieux principes du lean manufacturing pour être capable de produire le bon produit au bon moment selon les bonnes spécifications. Donc ça, donc, je m'éloigne un peu du sujet, mais finalement, commençons par maîtriser la base. Une fois qu'on maîtrise la base, trouvons pour chaque client ce qui peut l'intéresser. Et ça sous-entend d'aller vers des phénomènes peut-être de co-développement avec ses clients. C'est aussi casser les murs traditionnels de l'usine et de son écosystème pour se tourner, et parfois trouver des solutions avec ses concurrents. Et on sait qu'il y a des entreprises qui réfléchissent à relocaliser ensemble pour sécuriser leur approvisionnement et qui peuvent le faire avec des entreprises qui pouvaient sans être leurs concurrentes. Et c'est aussi aller travailler avec des gens dans d'autres secteurs pour essayer de trouver de nouvelles applications aux produits. Donc, par exemple, il y a une entreprise de la vallée de l'Arve qui allait travailler avec des acteurs du secteur du dentaire pour un peu, on va dire, à la terme, à la mode, mais pour ubériser un petit peu son mode de fonctionnement et couper un certain nombre de sous-traitants qu'il y avait entre lui et le donneur d'ordre, et qui lui ont permis justement de se différencier, de répondre aux attentes du client et donc d'avoir un produit complètement innovant sur le marché dans des délais très courts. C'est-à-dire que ce qui prenait 2 semaines avant, avec cette technologie et notamment de l'impression 3D, prend maintenant 48 heures. Merci Anaïs pour vos réponses. Alors, j'avais quelques autres questions. Donc, vous avez parlé du récit de la désindustrialisation un peu comme base pour se localiser. Il y a un sujet qui est la frontière industrie-service. Il y a des papiers qui disent qu'elle est floue. Il y a Lila Demou dans un Trésor Éco qui a dit que la délocalisation et la désindustrialisation, en fait, il faut la nuancer par le fait que, il y a ce qu'on appelait industrie avant, c'est devenu des services. Est-ce que vous, dans votre discours, vous prenez je ne sais pas quel néologisme on peut dire, mais aussi une rebond des services? Et je sais que Xerfi Canal est très, très là-dessus aussi. Faire redynamiser les services en France, c'est sa première question. Deuxième question, vous avez évoqué dans votre propos le commissariat au plan version 2020. Alors, qu'est-ce que vous attendez de celui-ci? J'imagine que ce n'est pas exactement ce qu'il faisait il y a quelques décennies. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Et voilà deux questions supplémentaires que je vous laisse adresser. Oui, alors l'étude de Lila Demou, elle est très intéressante parce qu'elle relativise un petit peu les phénomènes de désindustrialisation en montrant que, en fait, si on a une lecture purement comptable, en fonction des classifications NAF, on se rend compte qu'il y a en fait, l'industrie, avant de délocaliser, elle a commencé par externaliser un certain nombre de services
notamment des services de bureaux d'études, des services de maintenance, des services de nettoyage, qui sont des activités qui ont pu être à un moment internalisées dans les usines et qui aujourd'hui sont faits par des sous-traitants qui, par leur code d'activité NAF, ne sont pas considérés comme des activités industrielles, mais qui pourtant servent presque que des clients industriels et ne pourraient pas exister sans la présence d'industrie. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie, moi, je reste attachée au mot industrie parce que dans l'idée d'industrie, il y a la transformation de la matière, il y a aussi une étymologie assez forte, donc je pense que le mot reste le bon, mais l'industrie, comme elle est vue dans la définition INSEE, ça reste beaucoup l'industrie manufacturière. Sauf qu'il y a un certain nombre d'autres activités, et si on les prend en compte dans le périmètre de l'industrie manufacturière, on se rend compte que, et c'est notamment tout ce qui va être traitement des déchets, etc., on se rend compte que le poids de l'industrie dans le PIB peut varier. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on entend par industrie. C'est un sujet intéressant. Alors moi, je suis plutôt pour une conception large de l'industrie. Et après, il y a la question du service dans l'industrie et de l'industrie servicielle. C'est ce que Pierre Vels appelle la société, l'hyper-industrie. Naturellement, quand on prend des entreprises comme les GAFAM, ce sont des entreprises qui sont des entreprises de services du numérique et qui viennent sur des champs industriels. Google vient sur la voiture autonome, alors qu'on se souvient tous de Carlos Ghosn qui disait personne ne viendra dans le secteur automobile parce que les barrières à l'entrée sont trop importantes. Oui, mais quand vous avez des gens qui sont assis sur un tas d'or, ils ont les moyens de venir sur des secteurs dits classiques de l'économie. Donc, et sans s'encombrer de savoir est-ce qu'ils sont des acteurs de service ou est-ce qu'ils sont des acteurs industriels. Ils viennent juste dans ces secteurs parce qu'ils y voient une opportunité de créer de la valeur et surtout une opportunité d'avoir de nouveaux supports pour utiliser leurs services. Et donc, tout ce que ça risque de faire, si on veut garder ces divisions classiques entre industrie et services, c'est que les acteurs classiques puissent se retrouver juste dans un rôle d'assembleur de véhicules et toute la valeur sera apportée par des gens comme Google ou autres à travers leurs applications et l'évolution de l'entreprise et du produit. Et là-dessus, il y a tout un défi pour les industriels demain d'associer des produits à leurs services pour en faire un levier de différenciation. Et donc, c'est ce que font, par exemple, il y a des gens comme le groupe Michelin qui a développé Michelin Solutions, qui vend tout un nombre de services autour de ces pneus pour en améliorer l'usage. Vous avez des sociétés qui fournissent des applications avec leurs produits pour aider au suivi de la consommation, ce genre de choses. Donc par nature, aujourd'hui, les industriels ne vont plus vendre uniquement un produit, mais ils vont vendre une solution, voire un usage à travers ça. Donc finalement, la frontière est de plus en plus floue et je crois que j'aime bien les débats sémantiques et je sais qu'on en a eu beaucoup en France sur Industrie 4.0 ou Industrie du futur, mais aujourd'hui, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on recrée de la valeur dans ce pays, comment est-ce qu'on maintient nos usines. Et donc, il faut aller de l'avant et pas s'encombrer de savoir si on est une entreprise de service ou une entreprise industrielle. Il faut juste trouver ces leviers de création de valeur. Et pour le commissariat au plan, alors ça, ce que j'attends du commissariat au plan, moi, c'est d'être capable de recréer de la doctrine industrielle. Alors, quand je dis de la doctrine industrielle, ça fait un peu vieille communiste qui sort de je ne sais pas où, mais c'est vraiment important. On se rend compte que sur un certain nombre de sujets stratégiques, comme l'affaire GE Alstom, comme l'affaire aujourd'hui Veolia-Suez, l'administration centrale n'est plus capable de produire un discours cohérent et une vision sur ces sujets. Ça ne veut pas dire que, en disant ça, je ne juge pas les fusions, est-ce qu'elles doivent avoir lieu ou pas lieu. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'est plus capable, l'État n'est plus capable de se dire ça, c'est stratégique pour le développement de mon pays. Il faut que je le préserve, il faut que ça reste sous un actionnariat français et il ne faut pas le vendre à l'étranger pour X raisons. Et ça, normalement, le commissariat au plan devrait être capable de théoriser ce genre de choses et d'apporter cette vision de long terme.
Maintenant, est-ce qu'on doit revenir à des grands plans quinquennaux? Je ne sais pas si c'est vraiment la solution, parce que les mutations technologiques sont extrêmement rapides et l'État reste quand même caractérisé par sa capacité à prendre une décision par an et pas une décision, enfin pas changer d'orientation aussi souvent que c'est possible. Donc il y a quand même un manque de souplesse. Et au commissariat au plan, on ne devrait pas mettre on a mis un responsable politique qui est François Bayrou. Je crois qu'on aurait surtout besoin de mettre des gens qui viennent du monde de la prospective, qui viennent du monde de la gestion du risque, qui viennent du monde industriel et qui ont la capacité d'imprégner une vision et d'avoir un peu d'agilité dans la construction de cette vision. Je ne vais pas parler de la gestion de risque, mais ça va devenir un élément essentiel dans les années à venir. Peu d'entreprises se sont dotées de compétences en la matière, mais ça va devenir stratégique pour des questions d'approvisionnement, de risque géopolitique aussi, etc. Donc voilà, j'essaye de ne pas trop éreinter le commissariat au plan, mais je doute de sa capacité à nous apporter vraiment quelque chose sur le plan industriel. Merci Anaïs, vous avez répondu à toutes les questions. Alors peut-être je peux vous laisser conclure le webinaire, peut-être en donnant des éléments, votre vision des prochains trimestres, de la présidentielle qui arrive, de l'effet du plan de relance. Comment vous voyez? Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Qu'est-ce qui fait que la renaissance industrielle en France, voilà, les facteurs clés de succès dans les prochains trimestres, prochaines années, pour que ça marche vraiment, voilà, avec l'aune de ces échéances, du plan de relance qui se met en action et de la présidentielle, peut-être, est-ce que ça peut devenir un des sujets aussi essentiels pour la fin du mandat et le prochain mandat? Voilà, et après, je vous laisse conclure. Vaste sujet. Alors, le plan de relance, je ne vais pas être critique du plan de relance parce que je pense que le gouvernement réagit tant bien que mal. Alors après, on peut toujours critiquer la politique mise en œuvre à travers le chômage partiel qu'on a considéré comme trop généreux ou le PGE, etc. En tout cas, il y a eu un mérite d'essayer de réagir rapidement pour limiter la casse. Le plan de relance, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Mon inquiétude, c'est qu'à travers le plan de relance, on vise la France en 2030. Et on risque la France en 2030, qui serait une France décarbonée avec plein de belles usines. C'est un vœu plus que souhaitable. Par contre, on va avoir un vrai sujet est-ce que les entreprises vont être capables de survivre dans les 2 ou 3 ans à venir avec un PGE. Alors, même si on sait que certaines entreprises ont sollicité un PGE alors qu'elles n'en avaient pas vraiment besoin, etc. Mais le PGE, il va falloir le rembourser un jour. On avait déjà des entreprises endettées. Donc, je me questionne vraiment sur est-ce que le tissu productif va survivre dans les mois à venir. Je suis assez inquiète. Je crains qu'on passe sous la barre des 10% de PIB. Mais je veux rester optimiste parce que je pense que au-delà du plan de relance, qui apporte quand même des réponses, l'enjeu, c'est notre envie collective de préserver notre tissu productif. C'est-à-dire comment individuellement et collectivement, on se met en marche. Alors, j'aime pas dire en marche, que c'est un peu connoté, mais on se met en mouvement, voilà, derrière notre industrie. C'est-à-dire comment est-ce qu'en tant que consommateur, on essaye de privilégier plus de produits français pour essayer de soutenir l'économie, comment est-ce que les acheteurs publics et privés essayent de soutenir les entreprises françaises. Et je crois que fondamentalement, si collectivement on change un tout petit peu nos habitudes d'achat, on va pouvoir recréer un effet d'entraînement. Mais aujourd'hui, le tort qu'on a, c'est de se dire l'État va sauver tout le monde. Non, l'État, il peut apporter de l'argent si les fondamentaux sont pourris. De toute manière, dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Donc, c'est aussi aux entreprises de se questionner sur leurs fondamentaux, c'est aussi aux entreprises de se questionner sur leur modèle économique et de voir comment elles peuvent recréer de la valeur, même si ça fait un peu discours facile, mais on est tous dans le même bateau et on doit tous surmonter cette crise ensemble. Donc, à chacun de mettre sa petite pierre à l'édifice. 2022, je suis très dans le flou. Je ne peux pas vous donner de réponse. Je suis assez dubitative. Je pense que
On a une scène politique qui n'est pas du tout facile à lire en ce moment. Bon, il y aura Emmanuel Macron, il y a les Verts qui vont sûrement venir en embuscade. On ne sait pas encore qui sera la candidature à gauche. Est-ce qu'il y aura une candidature unie ou est-ce que ça va être un ensemble, enfin plusieurs candidatures, donc une faible capacité d'influence. La droite est atomisée et le Rassemblement national est un peu pas en perte de vitesse sur le plan idéologique, parce que je pense que ces idées n'ont jamais été aussi bien ancrées dans la société. Par contre, j'ai un peu l'impression que Marine Le Pen, elle est en perte de vitesse. Et la dernière, je vois l'influence de l'élection américaine. L'élection américaine a toujours une influence sur le monde. Maintenant, je ne sais pas si Joe Biden apportera sûrement des réponses à une partie de la société, mais créera sûrement des angoisses de l'autre, notamment du côté des marchés. Donc, voilà. Bon, à titre personnel, je préférerais que ce soit Biden qui gagne que Trump, mais je ne suis pas sûre que ça apporte plus de lumière sur le monde comme on pourrait l'espérer. Merci beaucoup Anaïs, c'était vraiment passionnant et vous avez éclairé beaucoup de sujets. On voit qu'il y en a encore d'autres à éclairer dans les prochains mois. Donc, on continue nos webinaires. Je vais vous annoncer très prochainement les prochains invités. En tout cas, merci encore Anaïs, merci aux participants et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.